Bonjour. Nous allons voir dans cette séance le chapitre numéro 1 du cours Mécanique des sols 1, intitulé Identification et classification des sols. Alors, ce chapitre, il va inclure les éléments suivants. Donc, au départ, une introduction. Ensuite, on évoque l'origine et la constitution d'un sol. Ensuite, les types de sols, leur structure et l'identification des sols. Donc, qui en fait consiste à voir les paramètres physiques des sols, la granulométrie et des essais spécifiques à une catégorie de sols. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que c'est la classification des sols, une conclusion et un exercice d'application. Alors, comme introduction, on peut dire, lorsqu'on parle de sol, on peut faire une observation visuelle à la surface de la Terre. Donc, la Terre est constituée par le sol. Donc, le sol, à l'observation, c'est un milieu qui est composé de grains, de particules, parfois d'un fluide, l'eau, et du gaz. Donc, lorsque on part de cette observation, on peut dire que le sol est constitué de trois phases. Une phase solide, le squelette solide, qui est composée par les grains minéraux, une phase liquide, qui a priori correspond à l'eau libre, et une phase gazeuse, qui le plus couramment correspond à l'air. Donc, on peut dire aussi qu'un sol, c'est un milieu poreux et hétérogène à l'observation. En fait, si on veut revenir à l'origine d'un sol, c'est souvent le résultat d'une désagrégation, transformation ou altération des roches. Et ceci ne peut être fait que par des facteurs climatiques. Donc, un sol, à l'origine, on peut dire c'est une roche qui se transforme sous l'action de facteurs climatiques. Alors, on va essayer de décrire les deux phases essentielles, qui sont le squelette solide, c'est-à-dire les grains. Et de ce fait, on peut parler de deux types de sols bien connus dans la pratique, les sables et les argiles. Donc, ici, on montre un échantillon d'une marne de la région de Jandoub en Tunisie. Donc, la marne, son origine, c'est une roche sédimentaire tendre, dont la constitution est, au fait, environ de 50% entre le calcaire et l'argile. Et comme on voit sur les deux photos ici, la texture, cette roche est composée par de plaques. Et bien sûr, la couleur, il faut la mentionner, elle peut être du vert au marron en général. Donc, si on veut parler de sable, donc, à l'observation, c'est des grains de silice qui sont plutôt ronds et les dimensions sont variables. Si on peut parler de rond, c'est-à-dire comme une sphère, la dimension c'est entre 0,06 à 2 mm, mais ces grains de silice ne présentent entre eux aucune liaison. Bien sûr, ces grains sont propices au transport, c'est-à-dire le transport éolien ou même marin ou même sous forme de courant d'eau. Et ici, on montre plusieurs types de sable de la région de Kérouan, en Tunisie, et on voit qu'il y a plusieurs couleurs: blanchâtre, marron clair, jaune et jaunâtre. Donc, à partir de ces deux exemples, nous pouvons dire que le squelette solide, c'est les grains, ce qu'on appelle les particules,
qui ont, bien sûr, une certaine texture, certaines formes, une certaine couleur, et même des liaisons éventuellement. Donc, c'est-à-dire les grains sont caractérisés par la dimension, la forme, l'arrangement et la couleur qui sont très variables d'un seul à un autre. Donc, si on va parler de l'eau dans les sols, on va toujours considérer les deux types de sols, c'est-à-dire les sols grenus et les sols fins. Donc, ici, nous présentons quelques grains d'un sol grenu, ça peut être du sable, et tout l'espace entre les grains est rempli d'eau libre. Alors que le même sol, un sol similaire, peut être composé bien sûr par des grains plutôt humides et que dans les vides entre les grains, on peut trouver de l'air et la vapeur d'eau. Donc là, le sol, à cet état-là, il correspond un peu aux trois phases qu'on a décrites. Les grains, l'eau, entre les grains, ce qu'on appelle les ménisques d'eau, et l'air, le gaz. Alors que dans un cas, on va dire totalement différent, si nous considérons une argile avec la préférence ou la terminologie préférentielle de dire on a une particule d'argile, qui veut dire la même chose qu'un grain d'une argile, alors autour de ces particules d'argile, on peut avoir ce qu'on appelle l'eau adsorbée. Donc l'eau adsorbée, c'est une eau particulière, au fait, qui a une propriété au moins différente de l'eau libre, parce que pour le sol grenu, qu'il soit ce qu'on appelle saturé ou humide, ben, cette eau libre, elle s'évapore lorsqu'on va dessécher le sol à température 35 degrés Celsius. Alors que dans le cas de l'eau adsorbée, qui est au fait une eau qui fait partie de la particule sur toute sa surface, sachant que ces particules ont une dimension très très faible, inférieure à 2 microns, l'évaporation de cette eau ne peut être possible qu'à 300 degrés Celsius. Donc au fait, on peut dire que dans les sols en général, on peut rencontrer deux types d'eau. Mais le plus important, c'est que dans la partie qui s'appelle la structure des sols fins, on peut comprendre que l'origine de l'eau adsorbée, c'est l'eau libre, mais elle se forme d'une certaine manière chimiquement qu'on peut expliquer. Alors maintenant, pour revenir au type de sol, donc nous allons voir que l'identification des sols repose beaucoup sur la dimension des grains. Et lorsqu'on parle d'un grain, on fait référence toujours à sa plus grande dimension. Donc, si on désigne par grand D la plus grande dimension d'un grain, d'un sol de D, on peut distinguer, ou à l'échelle internationale, on considère toujours qu'il y a deux catégories de sols différentes. La première, c'est ce qu'on appelle les sols grenus, dits pulvérulents, et pour lesquels les dimensions des particules sont toujours supérieures à 80 micromètres. C'est le cas des sables. C'est le cas des sables, des graviers, des cailloux, etc. Alors, comme on l'a dit, entre les grains d'un sol grenu, ce qui est peut-être facilement identifiable, c'est qu'il n'y a pas de liaison entre les grains. C'est-à-dire, si vous prenez quelques grains de sable, vous pouvez voir qu'elles s'éparpillent très facilement. Alors que pour les sols fins, c'est la deuxième catégorie, c'est lorsque toutes les dimensions ou toutes les particules vont avoir une dimension inférieure à 80 microns. Et ceci correspond notamment à ce qu'on appelle les argiles et les limons, et pour lesquels, selon le cas, il va y avoir des liaisons entre les particules. Bon, mais ces deux catégories de sols, on va dire considérées en géotechnique, vont permettre au fait de comprendre petit à petit
la différence de comportement entre la première catégorie et la deuxième catégorie. C'est-à-dire les sols grelus et les sols fins, en fait, ont des propriétés qui sont souvent opposées ou différentes. Mais dans la nature, les sols naturels ont une granulométrie souvent intermédiaire. C'est-à-dire, un sol, il peut être dans une certaine proportion, par exemple 40% de sol pulvérulent et 60% de sol fin. Toutefois, puisqu'on évoque un peu la constitution des sols, il y a une catégorie de sols un peu différente, c'est-à-dire c'est des sols fins, ce qu'on appelle les sols organiques, mais ces sols fins, ils contiennent des débris, soit végétaux ou animaux. Donc, à titre d'exemple, on peut évoquer la vase de Tunis, qui est un sol mou, et dans ce sol mou, lorsqu'on va l'observer, on va l'utiliser pour différentes raisons, on va voir la présence de débris d'origine animale, des coquillages. Alors que dans d'autres régions du monde, on peut voir la tourbe, qui en fait, c'est un sol fin, mais avec la présence de débris végétaux. Donc voilà, d'une manière générale, des types de sols que l'on peut rencontrer, ou la première idée que l'on peut considérer lorsqu'on veut évoquer quel type de sol peut-on avoir. Donc, maintenant, nous allons parler de l'identification d'un sol, c'est-à-dire cette opération qui s'appelle identification. Au fait, elle consiste en quoi? Alors, en premier lieu, il faut dire qu'elle comporte 3 étapes et qui vont nous permettre de déterminer sur des échantillons prélevés d'une certaine manière, dite intacte ou remaniée. Ça fait l'objet des méthodes de prélèvement, d'exploration, d'investigation des sols. Alors, on va certainement parler de paramètres physiques, c'est-à-dire la première étape qui va correspondre à l'identification d'un sol, c'est déterminer ses paramètres physiques. Deuxièmement, c'est d'étudier sa granulométrie, la composition de la dimension des grains. Et troisièmement, elle va comporter des essais un peu spécifiques à une catégorie de sol, c'est-à-dire des essais que l'on peut faire sur une catégorie de sol, mais on ne peut pas les faire sur l'autre catégorie de sol. Bon, pour se fixer les idées, lorsqu'on parle d'identification des sols, il faut considérer au moins ces 3, on va dire, étapes de l'opération. Alors ici, pour donner juste une idée sur le prélèvement d'échantillons, ici on montre une coupe d'un sondage carotté dans une région autour de la ville de Tunis, et on voit qu'il y a une coupe de sol entre 0 et 20 mètres qui a été faite après prélèvement, après carottage du sol sur toute cette profondeur. Et là, on voit ce qu'on appelle des caisses à carottes. Donc ici, il va y avoir 1, 2, 3, 4 caisses. Et chaque caisse, elle correspond, on va dire, à 5 rangées. Et chaque rangée correspond au fait à 1 mètre de prélèvement dans le sol. Donc ici, la caisse numéro 1, par exemple, correspond aux 5 premiers mètres. De 0 à 1, de 1 à 2, etc. Ici, c'est entre 5 et 10 mètres, 5 à 6, 6 à 7, etc. Jusqu'à 20 mètres. Mais le plus important, ici, vous voyez sur cette coupe qu'il y a ces points, ces carrés un peu noirs, et sur lesquels il y a une notation EI, ça veut dire échantillon intact. Vous voyez que ici, par exemple, l'absence du sol dans cette caisse à carottes numéro 1 entre à peu près 1,4 et 2 mètres, ça veut dire que cet échantillon a été prélevé pour faire des essais. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici qu'il y a un échantillon qui a été prélevé à peu près entre, on va dire, 1,4 et 1, peut-être 2 mètres, et ainsi de suite. Ici, c'est entre, on va dire, 2,5 et 3 mètres, ici, etc. Donc, et ceci, bien sûr, d'une manière un peu plus claire, peut-être ici, pour vous situer, cette caisse à carottes, au fait, c'est la caisse numéro 2 qui est là. Et cette caisse, nous sommes en train de la voir, pas comme ici, nous sommes en train de la voir d'ici.
c'est-à-dire du haut vers le bas. Au fait, cette caisse n'est pas encore remplie par les échantillons au cours du carottage. Donc, vous voyez qu'on a rempli entre 5 et 6 mètres, c'est-à-dire celle qui est là, vous pouvez faire la comparaison, entre 6 et 7 mètres, et vous voyez ici donc on n'a pas encore enfin prélevé le sol, d'accord? Mais le plus important, c'est que plus tard, on va prélever un échantillon de sol dans la troisième, on va dire, case, d'accord? Ça correspond un peu entre 7 et 7,5 mètres. Donc, voilà une façon de prendre des échantillons de sol, ce qu'on appelle des échantillons intacts pour l'illustration. Donc, les paramètres physiques peuvent être introduits à partir d'un diagramme très connu qui s'appelle le diagramme des phases. Ce diagramme des phases, au fait, il va nous donner une idée, on va dire, schématique de ce que peut comporter un échantillon de sol, c'est-à-dire l'échantillon de sol que l'on peut prendre d'après notre définition du sol. Il va y avoir une partie solide, les grains, il va y avoir une partie, c'est-à-dire liquide, l'eau, une partie correspond à l'air. Et on va, bien sûr, sur cet échantillon de sol, pouvoir mesurer la masse et par suite le poids de chacune de ces fractions. Donc, WS désigne le poids des grains solides, WW correspond au poids de l'eau et WA correspond au poids de l'air. Mais certainement, le poids de l'air, c'est quelque chose de négligeable par rapport aux deux fractions, c'est-à-dire au poids de l'eau et au poids des grains solides. Alors, de la même manière, on peut parler du volume des grains solides, VS, du volume de l'eau, VW, du volume de l'air. Mais, certainement, on va voir qu'il est très important d'évoquer ce qu'on appelle les vides. Les vides, c'est tout ce qui n'est pas grains solides. Donc, l'air et l'eau, éventuellement présentes entre les grains, correspondent au vide. Et sur ce diagramme simple, il est très facile d'écrire ces trois relations. C'est-à-dire que le poids total de l'échantillon de sol, c'est celui des grains plus celui de l'eau. Le volume total, c'est celui du volume des grains solides et des vides. Mais on rappelle que le volume des vides, c'est la somme de celui de l'eau plus de l'air. Bien sûr, à partir du poids et du volume, bien connu auparavant sur les matériaux, la masse et le volume, on peut déterminer la masse volumique. Et dans les sols, on parle plutôt de poids volumique. Poids volumique, c'est-à-dire la masse multipliée par G divisé par le volume. Donc, au fait, c'est un paramètre qui a une dimension. Et lorsqu'on prend cet échantillon de sol, il est très facile de connaître son poids total et son volume. Et gamma, qui s'appelle le poids volumique total, qu'il soit le poids total, on va dire, apparent, c'est-à-dire tel qu'on le voit, ou le poids volumique humide. Et il est toujours bien de donner quelques ordres de grandeur pour se fixer des idées. Sur les sables, en général, ce poids volumique peut être situé entre 17 à 20 kN par mètre cube. Donc, en unité de masse, ceci correspond à 1,7 grammes par centimètre cube à 2 grammes par centimètre cube. Pour les argiles, c'est plutôt, en fonction de l'état de l'argile, de 16 à 20 kN par mètre cube. Et on peut déterminer le poids volumique des grains solides de la même manière. Ça va être le poids des grains solides sur le volume des grains solides. Mais ce poids volumique un peu particulier, il est dans une zone un peu, on va dire, identifiable. La majorité des sols ont un poids volumique des grains solides qui se trouve entre 26 à 27. Et ce n'est pas une règle absolue. On peut trouver des sols qui ont un poids volumique des grains solides inférieur à 26 et peut-être un peu plus que 27. On parle bien sûr du poids volumique de l'eau. Ça va être l'équivalent de 1 gramme par centimètre cube. Ça va être 10 kN par mètre cube. Ça, c'est quelque chose de connu. Mais on introduit également en mécanique des sols le poids volumique du sol sec, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer le poids de l'eau, on va dire, faire une dessiccation de l'échantillon pour enlever le poids de l'eau, et à ce moment-là, il n'y a plus que le poids des grains solides. Lorsqu'on va diviser ça par le volume total, on va avoir
le poids volumique du sol sec. Bien sûr, comme on l'a fait ici, il va être un peu inférieur à gamma en fonction de la quantité d'eau. Et là, vous avez les ordres de grandeur. Finalement, il va y avoir un poids volumique un peu spécial, mais ce poids volumique ne peut être défini que lorsque tous les litres sont remplis d'eau, comme on va le voir tout à l'heure. C'est-à-dire, le volume des litres est égal au volume de l'eau. Et ce poids volumique, il est noté gamma prime, qui est égal au poids volumique total, mais à l'état saturé, c'est-à-dire au lieu d'écrire gamma total, on va écrire gamma sat, ça veut dire le poids volumique du sol saturé, duquel on va enlever gamma W. Bon, on peut faire une petite interprétation de ce poids volumique, on peut dire le poids volumique qui résulte du poids volumique total lorsqu'un échantillon de sol baigne dans l'eau, il est immergé dans l'eau, mais sur le volume de cet échantillon de sol s'exerce la poussée d'Archimède. Donc, lorsque vous faites gamma saturé fois V dirigé vers le bas, et vous allez ôter un peu la poussée d'Archimède, c'est gamma W, fois le volume qui est dirigé vers le haut, la résultante va donner gamma prime. Ce poids volumique, il est très important dans la suite du cours parce qu'il va permettre de calculer les contraintes qui correspondent entre les grains, ce qu'on appelle la contrainte effective. Alors, maintenant, il va y avoir quelques paramètres adimensionnels, c'est-à-dire des paramètres sans dimension qui vont nous dire plutôt dans quel état se trouve le sol, comme on va le voir. Donc, le premier paramètre s'appelle l'indice des vides, pas de vide, des vides. Il faut corriger ici. Donc, c'est le volume des vides sur le volume des grains solides. Et on peut avoir un volume des vides pour les sols, pour quelques sols, et ce volume des vides qui est supérieur à 1. Ceci est possible. Il va y avoir le paramètre équivalent, l'indice des vides. Au lieu de diviser par le volume des grains solides, on divise par le volume total. C'est ce qu'on appelle la porosité. Ce paramètre est souvent considéré en matériaux de construction aussi. Le deuxième paramètre important s'appelle la teneur en eau, c'est-à-dire le poids de l'eau dans l'échantillon divisé par le poids des grains solides. Il est désigné par oméga. Et on l'utilise toujours sous forme de pourcentage, c'est-à-dire on va avoir le résultat en pourcent après avoir multiplié ce rapport par 100. Et comme on l'a dit pour l'indice des vides, il y a des sols pour lesquels la teneur en eau dépasse 100%, c'est-à-dire je peux avoir un échantillon de sol dans lequel le poids de l'eau est supérieur au poids des grains. Il va y avoir un autre paramètre qui s'appelle le degré de saturation, et ce degré de saturation, il renseigne, il est déterminé par le volume de l'eau divisé par le volume des vides. Bien sûr, ce paramètre ne peut pas, il est exprimé également en pourcent, comme je l'ai écrit ici, mais ce paramètre ne peut pas être supérieur à 100%, c'est-à-dire le volume de l'eau ne peut occuper que le volume des vides ou moins. Mais on peut comprendre à partir de ce degré de saturation les deux états, on va dire, totalement opposés. S'il n'y a pas d'eau dans le sol est sec. Donc, SR égale 1. Parce que le volume des vides va être le volume de l'air, comme le volume de l'eau va être égal à 0. Donc, le volume de l'eau va être égal à 0. Lorsque le sol est saturé, tous les vides sont remplis par de l'eau. Donc, ce rapport est égal à 1 ou SR égale 100%. Mais lorsqu'on est dans une situation intermédiaire, on va dire que le sol est non saturé ou partiellement saturé. Donc maintenant, le dernier paramètre qui n'est pas au fait un nouveau paramètre, mais juste c'est sa dimension. Comme on a mentionné dans le transparent précédent que le poids volumique des grains solides est souvent situé entre 26 et 27 kN par mètre cube, si on va le diviser par gamma W qui est égal à 10 kN par mètre cube, donc vous allez avoir GS en général entre 2,6 et 2,7, mais comme je l'ai dit, il peut être à l'extérieur de certaines valeurs. Alors, toutefois, vous avez vu qu'il y a, on va dire, 3 à 4 poids volumiques, et il y a 4 paramètres sans dimension, et au fait, il y a des relations entre ces paramètres physiques, et ces paramètres s'établissent très facilement. Donc, on peut, à partir de la décomposition du poids total, poids des grains solides plus le poids de l'eau sur le volume total,
volume des grains solides plus volume des vides, que gamma, le poids volumique, est égal à gamma S fois 1 plus oméga sur 1 plus 1. D'une manière plus simple, on peut écrire que gamma égale gamma D fois 1 plus oméga. Et vous voyez qu'à partir de 1 et 2, on peut obtenir E égale gamma S sur gamma D moins 1. Alors qu'on rappelle qu'à partir de la définition de la porosité, il est très facile d'établir cette relation. Ensuite, à partir de la définition de SR, il est très simple de montrer que SR égale oméga GS sur E. Mais GS, il est égal à gamma S sur gamma W. Si SR égale à 1 pour 100%, donc oméga gamma S égale E gamma W. Et finalement, on peut, à partir de la définition de gamma prime qu'on avait introduite, ça s'appelle le poids volumique du sol déjaugé, écrire que gamma prime est égal à cette quantité-là. Donc, le plus important, c'est que, on va dire, nous avons à déterminer à peu près 3 paramètres qui sont probablement le poids volumique total, la teneur en eau et la gravité spécifique ou le degré de saturation pour déduire tous les autres. Donc, cet ensemble de paramètres peut être déterminé à partir de la connaissance souvent, on va dire, 3 paramètres au maximum. Donc, la granulométrie d'un sol, bien sûr, c'est la deuxième étape pour identifier un sol. Donc, son but, c'est de déterminer la répartition du pourcentage en poids ou masse en fonction de la dimension des particules des grains d'un échantillon de sol. Ça, c'est le but. Et le résultat se traduit par une courbe granulométrique. Cette courbe granulométrique, au fait, elle va nous permettre de prédire des propriétés en vue de plusieurs applications de la mécanique des sols. Par exemple, le compactage, le drainage, etc. Et à travers 2 travaux pratiques dans le cours de mécanique des sols 1, il y a 2 procédés, le tamisage pour les sols grenus et la sédimentométrie pour les sols fins, qu'on fait pour établir cette courbe. Le principe du tamisage, bien sûr, il va être fait pour, n'est possible d'être fait que lorsque la dimension des grains est supérieure à 80 microns, donc on va avoir des tamis. Donc un tamis, c'est un récipient, on peut dire en acier doux, d'accord, et le fond, il est constitué par une toile, par des éléments très fins, d'accord, et ils permettent bien sûr à cette toile de déterminer la dimension de l'ouverture d'une maille. Donc, ça veut dire que si on va disposer des tamis avec des ouvertures décroissantes du haut vers le bas, comme on ne s'intéresse qu'à des supérieurs à 80 microns, après le tamis d'ouverture 0,1 mm, qui est très proche de 0,08, on va mettre un fond, c'est-à-dire qu'il va récupérer le sol une fois pour toutes, et on va avoir tout simplement à déterminer ce qu'on appelle le refus d'une quantité de sol sur un tamis et le tamisat, ou plutôt les tamisats. Parce que si on parle d'une masse de sol donnée ici pour le tamis supérieur, et on fait le tamisage par le gros tamis souvent, donc le sol va bien sûr passer en fonction de la dimension des grains à travers ces tamis. Et si je prends un tamis quelconque, si je prends celui d'ouverture 1,25, au fait, la quantité qui est retenue par 1,25, et même celles qui sont au-dessus, retenues par les autres tamis, ne passent pas. Donc, ça constitue le refus, c'est-à-dire les particules refusées en termes de dimension de passer à travers la maille d'ouverture 1,25 mm. Mais toutes les fractions qui sont passées à travers 1,25 constituent plutôt ce qu'on appelle le tamisant. C'est-à-dire, la partie qui passe à travers le tamis, c'est le tamisant. Donc, nous allons, pour un tamis donné, au fait, calculer un pourcentage. Ce pourcentage, c'est les tamis accumulés, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la somme, par exemple, pour 1,25, la somme de ces 4 masses, divisée par la masse totale, ou bien, d'une autre manière, on peut calculer le refus. Mais la somme du refus plus la somme des tamisats va donner la masse totale. Donc, et le tamisat
vous allez le correspondre à la dimension du tamis. Donc ça, c'est pour la fraction de sol qui est supérieure à 80 microns. Alors, pour la sédimentométrie, le résultat reste le même, mais le procédé, il est un peu différent. Du moment où on a des particules qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu, puisque ce sont des particules de dimension inférieure à 80 microns, ces particules, d'une manière simple, vont être mélangées avec de l'eau dans une solution. Et comme il y a des liaisons entre les particules, parfois, on va rompre les liaisons en ajoutant un certain agent qui va rompre les liaisons. Et on va supposer en plus que ces particules sont sphériques. Alors, la vitesse de décantation d'une particule supposée sphérique dans le sol, lorsqu'elle s'exprime par la loi de Stokes, vous pouvez lui calculer la vitesse de décantation par un appareil qui s'appelle le densimètre. Et entre deux instants différents, lorsque vous mesurez la densité de la suspension, ça veut dire que dans cet intervalle de temps, il y a des particules qui ont été décantées sur une certaine hauteur. Et ça correspond aux particules les plus grosses. Donc, ce qui reste au-dessus d'un certain point de référence, qui correspond donc à un point du densimètre, ça veut dire qu'il reste les particules les plus fines. Et on voit qu'à un certain temps, dans cette éprouvette qui contient la solution grain et eau, en bas, nous allons avoir, par rapport à ce point de référence, les éléments qui ont une dimension supérieure à une certaine valeur, qui est au fait reliée à la vitesse de décantation. Et en haut, nous allons avoir les dimensions inférieures. Donc, ça veut dire que ça correspond un peu à la situation d'une colonne de tamis, si on peut dire inversée. Parce que dans la colonne de tamis, les particules les plus grandes sont en haut et les particules les plus fines sont en bas. Alors que dans cette suspension, en fonction du temps, c'est un peu le contraire. Les dimensions les plus fines sont en haut et celles qui sont les plus grandes se sont décantées en bas. Mais finalement, bien sûr, les détails, vous pouvez les voir dans un travail pratique qui s'appelle l'analyse granulométrique. L'essentiel, c'est que on va tracer la courbe qui va nous donner ce qu'on appelle le pourcentage du tamis accumulé en fonction du diamètre. Alors, la courbe, au fait, ça va être un ensemble de points. Et lorsqu'on joint un ensemble des points, on va obtenir une telle courbe. Où on va tracer ça dans cette, on va dire, ce papier un peu spécial. Il est semi-logarithmique. Et vous voyez que déjà, on a différentes catégories. Bien sûr, ici, il faut mentionner que l'axe des dimensions, il va dans le sens décroissant. C'est-à-dire les cailloux, supposés, si on va les considérer comme des sols qui ont les plus grandes dimensions, les graviers, les gros sables, les sables fins, c'est-à-dire les sables, les limons et les argiles. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vois une courbe comme ça, qui passe à la fois dans la zone des sols grenus, voilà la dimension 80 microns, 0,08. Donc, à gauche, on a fait le tamisage pour obtenir cette partie de courbe. Et à droite, c'est ce qui est inférieur à 80 microns. On a fait la sédimentométrie, on a obtenu cette partie de courbe. Et voilà la courbe entière. Elle correspond à ce qu'on appelait tout à l'heure un sol intermédiaire, c'est-à-dire qui comprend à la fois une fraction de sol grenu, une fraction de sol fin. Donc, il faut déjà comprendre que ce résultat n'est possible que lorsque vous avez déjà les deux essais par tamisage et sédimentométrie sur le même sol. Alors, de toutes les manières, la signification ou l'interprétation du résultat, si je dis par exemple le pourcentage 60% de tamis accumulé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va partir de 60 et tracer l'horizontale. Lorsqu'elle coupe la courbe dans ce point, on va déterminer la dimension à travers laquelle 60% des éléments sont passés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en termes de masse, 60% de la masse totale de l'échantillon qu'on a utilisé ont une dimension inférieure à cette valeur qu'on peut lire ici, d'accord? Bon, ça va être un peu comme 1, donc 0,1, 0,9, c'est entre 0,8 et 0,9, on va dire 0,85. Donc, ça veut dire que pour cet échantillon de sol, donc nous allons avoir 60% des éléments
ont une dimension qui est inférieure à peu près, on va dire, à 0,85 mm. Voilà comment on peut interpréter la courbe. Donc, sur cette courbe-là, au fait, et en utilisant, on va dire, les dimensions suivantes, donc par exemple D60 sur D10, nous allons faire le rapport de deux dimensions si on revient à la courbe. Donc D60, c'est la valeur qu'on a déterminée ici, et les 10, c'est qui correspond à 10%. Elle est là. Donc lorsqu'on va faire le rapport entre D60 et D10, on va définir ce qu'on appelle le coefficient d'uniformité. Ce coefficient d'uniformité, il va être dans certaines franges. S'il est inférieur à 5, s'il est entre 5 et 20, et s'il est supérieur à 20. Et ceci, bien sûr, dépend des normes. Donc, on peut dire, en se basant sur ces trois possibilités, que si CU, le coefficient d'uniformité inférieur à 5, on va dire que la granulométrie du sol est uniforme. Si, dans le cas totalement opposé, il est supérieur à 20, cette granulométrie, il est étalée. Et dans le cas intermédiaire, on peut dire qu'elle est semi-étalée. Donc, déjà, à partir de la courbe, vous avez une idée sur la granulométrie, comment elle est. Est-ce qu'elle couvre une large gamme de dimensions ou plutôt une gamme un peu restreinte? On peut définir avec déjà les deux dimensions déterminées, en ajoutant la troisième des 30, ce qu'on appelle le coefficient de courbure. C'est-à-dire, si on revient à la courbe, on va déterminer des 30, c'est-à-dire on va partir de 30% ici, et on va couper la courbe à peu près aux environs de, on va dire, 0, 0,8, 7, 6, 5, on va dire 4, on va dire 40, 0,043 par exemple. Donc, lorsque vous calculez des 30, lorsque vous déterminez des 30 plutôt, vous allez calculer ce rapport qui s'appelle le coefficient de courbure. Et on a une autre indication sur la forme de la courbe. Alors, c'est-à-dire que concernant cette courbe, on peut dire que le sol peut être soit bien gradué, où la granulométrie est continue, ou plutôt discontinue, où le sol est mal gradué. Et pour comprendre ces choses-là, donc, si on revient à la granulométrie étalée, vous voyez que cette courbe-là, elle est beaucoup plus étalée d'une certaine manière par rapport à celle-ci, qui est plutôt uniforme. Alors que cette courbe ici, elle est plutôt, on va dire, continue du point de vue courbure, alors que ici, elle est plutôt discontinue. Et à ce moment-là, bien sûr, ces deux paramètres, on va les utiliser pour caractériser, pour, on va dire, classer le sol un peu plus tard. Alors maintenant, nous passons à la troisième partie de l'identification. Je rappelle, la première était les paramètres physiques. La deuxième était la granulométrie. La troisième, c'est les essais spécifiques à une catégorie de sol. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des essais ciblés qu'on peut faire, par exemple, soit sur le sol grenu, soit sur le sol fin. Mais le même essai ne peut pas être fait pour les deux types ou les deux catégories de sol. Quel est l'objectif de ces essais? Souvent, on va introduire un paramètre nouveau qui va nous aider à mieux comprendre le comportement du sol vis-à-vis d'une certaine situation ou d'une condition. Par exemple, la présence de l'eau, comme on va le voir. Alors, les essais, on va dire, les plus utilisés dans la pratique, du moins pour les deux catégories de sol, on va dire pour la troisième catégorie de sol, donc on a distingué les sols grenus, les sols fins et les sols organiques. Alors, pour les sols grenus, l'essai il est beaucoup plus ciblé. Il concerne les sables, il ne concerne pas les graviers. Ça s'appelle l'essai de densité relative. Alors que pour les sols fins, donc, il y a un essai très très populaire, les Midt-Datterberg, surtout pour les argiles. Et on parle de sols fins, lorsque la dimension est inférieure à 80 microns. Pour les sols organiques, il est évident, lorsqu'il va y avoir, on va dire, des déchets organiques dans le sol, de déterminer quelle est la teneur en matière organique pour ce sol, bien sûr, en fonction du cas. Donc, on va décrire ces essais d'une manière très simple, mais le plus important de comprendre les paramètres qu'on tire. Alors, pour les sables, l'essai de densité relative, on dit également indice de densité, il est
on va dire, simple sur la procédure. Donc, on va prendre un échantillon de sable, on peut dire à l'état remanié. Par exemple, un sable qui provient d'une carrière. On va prendre une petite masse de ce sable et on va faire l'expérience suivante. On va verser ce sable, bien sûr, d'une manière qui obéit à une certaine norme. On va le verser dans un récipient, mais dans une première étape, lorsqu'on va verser le sable dans le récipient de manière, on va dire, très douce, lente, lorsque le sable il va occuper un certain volume dans le récipient, comme vous le voyez ici, on peut dire que les vides entre les grains du sable sont un peu dans un état maximum, c'est-à-dire que les grains de sable sont dans une situation où les vides sont un peu prononcés entre les grains. Et en termes de l'indice des vides qu'on a introduit, c'est-à-dire que l'indice des vides correspondant, il correspond à l'indice des vides maximum. Bien sûr, lorsque je dis on verse une certaine quantité, dans certaines quantités, le volume des grains solides, il est fixe, mais la façon avec laquelle on l'a versé, il est dans le récipient, on va avoir un volume des vides maximum, et également en termes de volume total, puisque le volume des grains solides est constant. Alors, dans une deuxième étape, où on va continuer l'expérience 1, c'est-à-dire après cet état-là, on va faire vibrer le récipient. Par exemple, ce qu'on dit laisser à la table vibrante, on va vibrer donc, le récipient, et lorsqu'on va vibrer le récipient, les grains de sable vont être beaucoup plus proches et les vides vont diminuer entre les grains. Et expérimentalement, on va voir à un certain moment qu'on ne peut plus, donc on va dire diminuer le vide au-delà d'une certaine valeur minimale qui est l'indice des vides minimum. Alors sur le principe, bien sûr, il faut se rappeler d'une chose, que dans un sol, jamais l'indice des vides ne peut être égal à 0 par constitution, c'est-à-dire il va avoir toujours une valeur minimale. Donc, pour le même sable, lorsque nous déterminons E max et E min, on va introduire l'indice de densité, l'essai de densité relative va permettre de définir la densité relative ou l'indice de densité comme suit. Donc, la densité relative, au fait, c'est quoi? C'est le rapport entre E max, valeur déterminée dans la première étape, moins E. Mais ce E-là, ça veut dire l'indice des vides naturels, l'état naturel du sol, qu'on va diviser par E max moins E min et multiplié par 100. Donc, de ce fait, nous allons comprendre facilement qu'à l'état naturel, si le sol il se trouve avec un indice des vides très proche de E max, ça veut dire que cette différence va tendre vers 0. Dans le cas contraire, si l'indice des vides naturel est plutôt du côté de E min, ce rapport va tendre vers 100%. Et pour finir, l'indice de densité, c'est juste la valeur qu'on obtient de ce rapport sans la multiplier par 100, CDR sur 100. Et à partir de là, voilà ce qu'on peut dire, c'est-à-dire avec cette notion de densité relative, nous pouvons juger l'état de densité d'un sable, et non pas de compacité, de densité. C'est-à-dire que si DR est très faible, 0 à 15%, on peut dire que le sol ou le sable plutôt est très lâche. 15 à 35, il est lâche. 35 à 65, il est moyen. Au-delà de 65 jusqu'à 85, il est dense ou serré. Et au-delà de 85 jusqu'à 100, il est très dense. Alors, j'ai dit que ces paramètres vont être intéressants pour, on va dire, traiter certaines conditions un peu spéciales. Dans la pratique, la valeur de DR, par exemple, sert pour mesurer ce qu'on appelle ou évaluer le risque de liquéfaction des sables saturés, sables lâches saturés. Comment? Lorsque vous déterminez la densité relative, grâce à des corrélations avec d'autres paramètres, vous pouvez déterminer par exemple des paramètres de résistance. Et ces paramètres de résistance vis-à-vis, par exemple, la liquéfaction, c'est un phénomène qui peut se produire lors d'un séisme. Donc, vous pouvez calculer, par exemple, la sécurité vis-à-vis de la liquéfaction
à partir de ce paramètre-là. Mais on voit que l'essai, il est simple, mais la fin, pour l'usage dans la pratique, elle peut être très intéressante. Donc voilà pour les sables, ce qu'on a déterminé. Pour les solfins, donc leur comportement vis-à-vis de la présence de l'eau, il va être très variable. Terberg, c'est un agronome suédois. Il a introduit des valeurs conventionnelles de la teneur en eau qui vont caractériser ou marquer la transition d'un état donné du sol à un autre en augmentant cette quantité d'eau. Et dans le cas le plus général, on a les limites, ce qu'on appelle de retrait, WS, la limite de plasticité, WP, et de liquidité, WL. Comme vous le voyez sur cet axe de la teneur en eau, nous voyons ici la limite de retrait. Elle est relative à l'état solide du sol. Mais il y a une certaine phase à l'état solide où il n'y a pas le retrait. Lorsqu'on atteint cette valeur, on va avoir le retrait. Lorsque vous augmentez la teneur en eau, vous voyez que le sol peut devenir, on va dire, malléable, plastique. Et cette valeur va donner la limite de plasticité, WP. Si vous continuez à ajouter de l'eau, le sol peut être même dans un état liquide. Donc, ça veut dire que on voit qu'un solvant, notamment les argiles, leur comportement vis-à-vis de l'eau va être très différent. Et donc, dans la pratique courante de la mécanique des sols, on peut peut-être expliquer cette limite un peu particulière, pas pour le moment, mais on peut comprendre que la différence entre la limite de liquidité et la limite de plasticité va nous donner un certain indice qui s'appelle l'indice de plasticité. C'est-à-dire l'étendue des teneurs en eau dans lequel le sol peut être considéré comme plastique. Il peut subir des déformations permanentes. Mais on peut déterminer, lorsqu'on connaît la teneur en eau naturelle du sol, on peut déterminer l'indice de consistance, c'est-à-dire la teneur en eau naturelle. Si je prélève un échantillon de solvant, il va avoir une certaine teneur en eau. Et cette teneur en eau dans la pratique, elle est un peu dans cette marge-là. Elle peut être même parfois supérieure à la limite de liquidité pour les sols très très mous, et elle peut même être inférieure à WP. Et ça va être ici, dans cette région-là. Et ceci nous permet de déterminer l'indice de consistance. C'est-à-dire, si j'imagine que la teneur en eau tend vers WP, où elle est inférieure, cet indice peut être même supérieur à 1. Dans le cas où la teneur en eau est très proche de la limite de liquidité, IC va tendre vers 0. Et IP, c'est juste la différence entre WL et WP. Il y a le complémentaire de l'IC qui s'appelle IL, l'indice de liquidité, parce que la somme des deux indices va donner 1. Donc, en termes de classification, on comprend ici que le C des limites de Terberg, il aide un peu à classer le solvant du point de vue plasticité. Si la valeur de l'indice de plasticité ne dépasse pas 5, on peut dire qu'il s'agit plutôt d'un sol grenu, c'est-à-dire le sol n'est pas plastique. Si IP est de 50, la plasticité, on va dire, elle n'est pas très marquée. Entre 30 et 50, le sol, on va dire, plastique, ou moyennement plastique, et lorsque IP est supérieur à 50, le sol est très plastique. Et en se basant sur les valeurs de l'indice de plasticité qu'on voit ici sur l'axe vertical, et la limite de liquidité, donc Casagrande, un géotechnicien bien connu, il a établi cette corrélation. C'est l'équation de cette droite qu'on voit ici. Expérimentalement, il a trouvé que la limite, plutôt l'indice de plasticité, est égal à 0,73 fois la limite de liquidité moins 1. Elle marque le passage, d'une manière générale, entre les sols argileux et les sols limoneux, si je peux dire. Vous voyez ici argile, argile, etc. Là, il y a limon, sol organique, limon. Mais en fonction de la valeur de la limite de liquidité, on va avoir des argiles très plastiques, des limons très plastiques, des sols organiques très plastiques. Alors que
À gauche, lorsque nous sommes inférieurs à 50%, on peut avoir peu plastique, moyennement plastique ou même, on va dire, non plastique. Donc, ce diagramme de Casagran, en se basant juste sur les valeurs de l'essai des limites d'Aterberg, on va le mettre en œuvre pour un exercice, il va nous permettre de comprendre, il va nous permettre de classer le sol sur ces paramètres seuls de l'essai des limites d'Aterberg. Donc, la classification des sols, c'est le dernier point qu'on va considérer. Au fait, historiquement, on parle de la classification triangulaire au fait qui a été proposée par les agronomes, je suppose bien sûr Aterberg, et qui est déterminée juste à partir des pourcentages en poids du sable, du limon et de l'argile présente dans le sol, que je ne présente pas ici. Alors que les classifications ou la classification établie à partir de la granulométrie et du sol et des limites d'Aterberg, c'est la plus utilisée dans la mécanique des sols courants. Donc, on comprend bien que les deux dernières étapes de l'identification d'un sol, c'est-à-dire la courbe granulométrique et les essais spécifiques à la catégorie de sol, vont permettre de proposer la classification. Alors, on va dire normes plutôt anglo-saxonnes, américaines, et normes plutôt francophones, qui sont équivalentes, on va avoir à peu près ce que je vais présenter ici. Donc, bien sûr, on revient toujours à la distinction, on va dire, majeure. On va parler d'un seul grenu, on va parler d'un seul fan. Et le premier critère, c'est 80 microns. Lorsque vous faites une courbe granulométrique, lorsque moins de 50% des éléments fins, c'est-à-dire moins de 50% d'éléments ont une dimension inférieure à 80 microns, c'est-à-dire plus de 50 sont de dimension supérieure. Donc, il s'agit d'un seul grenu. Et lorsque vous avez un seul grenu, sur le plan pratique, il va y avoir des sables et des graves, un gravier, des graves. Et là, il va y avoir une façon de donner la nomenclature du sol en fonction de la granulométrie, même en fonction des limites d'Aterberg. Donc ici, sable grave. Par la suite, vous voyez qu'en fonction de cette condition-là, on peut avoir trois possibilités. Et trois possibilités vont nous amener soit un sable propre, soit un sable de transition intermédiaire, soit plutôt un sable qui a une bonne fraction de solvant, fraction non négligeable, qui peut être un sable argileux ou limoneux. Donc, le meilleur des scénarios pour comprendre la classification d'un sol, c'est de faire un exercice, et l'exercice que j'ai considéré l'une des questions relatives à cette classification. Pour les sols fins, c'est un peu de la même manière. Mais pour les sols fins, vous avez déjà compris qu'on peut parler des matières organiques. Donc, un sol fin, c'est plus de 50% d'éléments dont la dimension est inférieure à 80 microns. Et par la suite, on va discuter quel est le pourcentage de matières organiques et que, en fonction de ce pourcentage, on va se référer au diagramme de plasticité. On peut avoir les possibilités suivantes: argile très plastique, argile peu plastique, limon très plastique, limon très plastique, limon peu plastique. Donc, finalement, on va dire l'objectif du cours, c'est lorsque vous avez fait l'ensemble des essais qui vont vous permettre de déterminer les paramètres physiques, la granulométrie et les paramètres, on va dire, supplémentaires en fonction de la catégorie du sol pour faire une classification. Donc, en conclusion, on peut dire qu'on a défini qu'est-ce que c'est qu'un sol à partir de l'observation visuelle. On a parlé un peu de l'origine et de la composition d'un sol. Le point focal du chapitre était l'identification des sols qui, au fait, comprend trois étapes: paramètres physiques, granulométrie et si spécifique à une granulométrie, et pour finir par la classification des sols. Donc, l'exercice que je vous propose, l'énoncé est comme suit. On a fait des essais d'identification sur un échantillon de sol qui nous ont permis de déterminer la courbe granulométrique qui est devant nous et les limites d'Aterberg suivantes. Au fait, on donne la limite de liquidité 33% et l'indice de plasticité 17%. Je rappelle que IP, c'est la différence entre WL et WP.
C'est-à-dire, si je veux avoir la valeur de WP, ça va être 33 moins 17. Alors, la première question, quelle est la nomenclature de ce sol d'après les tableaux de classification en vigueur? Et c'est pratiquement ce qu'on vient de dire à la fin du chapitre. Donc, vous voyez, chose intéressante, sur ce diagramme, qui est la courbe granulométrique, nous avons un ensemble de points. Et en joignant les points, par la façon qui va pour des segments de droite, ou même on peut tracer une sorte de courbe, on va avoir la courbe granulométrique. Et la chose la plus importante, c'est de voir 0,08 mm. D'accord? Donc ici, en termes d'ouverture de tamis, on voit 0,1 mm. En termes de classification, on va voir 80 microns, c'est un peu à droite. Donc ici, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer en premier lieu cette flèche en rouge qui correspond à 80 microns. Et lorsque je trace cette flèche comme ça, je viens sur la courbe et je vais faire la même chose pour 2 mm. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais déterminer les pourcentages des tamisas correspondants. On a besoin, en fait, de ces deux valeurs. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit à partir de cette courbe que nous avons à peu près ici 28%, à peu près 28%, un peu moins pour 30%, des éléments de ce sol sont de dimension inférieure à 80 microns. Ou d'une autre manière, 72% ont une dimension supérieure à 80 microns. Donc ce sol est obligatoirement un sol grenu. C'est ce qu'on va dire en premier lieu. Donc 72% du tamisage ont une dimension supérieure à 80 microns. Alors, nous allons calculer, on va dire, la moitié de ce pourcentage, qui est 36. Vous allez voir pourquoi. Alors maintenant, il faut revenir en arrière, c'est-à-dire au tableau de classification qu'on a vu tout à l'heure pour les sols chroniques que nous devons analyser. Donc, ça veut dire ici, vous voyez que, qu'est-ce qui est écrit? Nous sommes là. Il s'agit d'un sable. Mais il faut bien sûr vérifier cette condition. Il va être un sable, et non pas un gravier, lorsque plus de 50% des éléments de dimension supérieure à 0,08, 50% des éléments supérieurs en termes de pourcentage, passent au tamis de 2 mm. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je dois déterminer le pourcentage des tamis accumulés à travers le tamis de 2 mm et calculer la fraction qui est entre le pourcentage entre 2 mm et 80 microns. D'accord? Et on va vérifier que cette quantité dépasse 50% de tous les éléments qui sont supérieurs à 80 microns. Donc, si je reviens à la courbe granulométrique, je suppose que vous avez compris pourquoi j'ai tracé. Donc, j'ai essayé de trouver les deux valeurs. Donc, ça, on a compris. Ça, c'est 28% d'éléments inférieurs à 80. C'est-à-dire 72% sont de dimension supérieure à 80 microns. Mais, il va y avoir combien? Il va y avoir à peu près, on va dire, 75% d'éléments qui ont une dimension inférieure à 2 microns. C'est-à-dire, comme on l'a déterminé 28 pour 80 microns, on a déterminé, on va dire, 72% pour 2 microns. Mais comme on est dans les sables, vous voyez que cette fraction, c'est bien dans les sables, alors on voit très bien que la différence entre ces deux valeurs, c'est-à-dire 75 moins 28, 75 moins 28, il faut la comparer à cette moitié de dimensions qui sont supérieures à 80 microns. Et ça va être expliqué par la courbe. C'est-à-dire, si je reviens au transparent qui est là, le pourcentage dépassant à 2 mm et de dimension, bien sûr, supérieure à 80 microns, c'est 75 moins 28, c'est 47. Et vous voyez que 47% est supérieur à la moitié de 72. La moitié de 72 donne 2,36. C'est-à-dire, on comprend que les éléments de dimension sont supérieurs à 80 microns, leur majorité se trouve dans les sables. C'est pour cela, comme vous le voyez sur la courbe
c'est bien un sable. Ça ne peut pas être autre chose. C'est-à-dire la fraction la plus importante de ce sol, c'est les sables. C'est pratiquement la moitié du pourcentage. D'accord? Et que vous voyez d'une manière très simple que les graviers, il va y avoir pratiquement que quelque chose inférieur à 25%. Parce qu'on sait pas ici, peut-être sur l'échantillon. L'échantillon qu'on a pris, il a permis de déterminer cette valeur. Donc, ça veut dire que nous sommes dans le cas d'un sable. Alors maintenant, pour ce sable, il va y avoir une deuxième condition à voir. C'est le point numéro 3. Donc, d'après le tableau de classification, pour revenir, il faut revenir encore sur le diagramme. Qu'est-ce que l'on peut voir ici? Lorsqu'on s'est assuré de cette condition, il va y avoir 3 possibilités. Et la possibilité qui nous intéresse, en fait, ça correspond au pourcentage des particules qui ont une dimension inférieure à 80 microns. Et nous sommes dans ce cas-là. L'exercice proposé est dans ce cas-là. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a 72% d'éléments supérieurs à 80 microns, c'est-à-dire 28% d'éléments inférieurs à 80 microns. Et 28% est supérieur à 12. Donc, nous sommes dans, on va dire, le cas tout à fait à droite, la case de droite. Alors, lorsqu'on est dans ce cas-là, il faut analyser les valeurs de la limite de liquidité et la limite de plasticité, qui est déterminée en pratique sur la fraction de 0,4 mm. Mais le plus important, c'est que on va déterminer on va voir les limites de territoire où ils sont pour aller à la classification. Donc, si je continue pour revenir à la courbe granulométrique, donc, vous voyez très bien que nous avons 28% d'éléments inférieurs à 80 microns, mais le plus important, c'est que nous allons voir le diagramme de plasticité et voir le couple de valeurs WL et IP, où est-ce qu'il est? On va voir qu'il est au-dessus de la ligne A. C'est-à-dire, lorsque je reviens au diagramme de plasticité, on va encore revenir sur le diagramme de plasticité. Ça correspond au fait aux flèches bleues que nous allons peut-être matérialiser. Vous voyez les flèches bleues ici. La limite de liquidité du sol qu'on a, nous avons dit 33. Elle est là. Et l'indice de plasticité, il est de 17. C'est 10, 20, 15, il est là. Et on voit très bien que le point correspondant aux limites d'Atterberg de ce sol, il est où? Il est plutôt plus proche des argiles que plastiques. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là, lorsqu'on va revenir, au diagramme de plasticité, on va revenir, hein, d'accord? Lorsqu'on va revenir plutôt à la classification qui est là, nous sommes au-dessus de la ligne A. Nous sommes au-dessus de la ligne A. Bien sûr, puisque nous sommes au-dessus de la ligne A, la classification, on va dire en vigueur, nous propose sable argileux. C'est-à-dire, finalement, grâce à la classification en vigueur, nous montrons que, nous justifions que le sol, c'est un sable argileux. Pourquoi? Parce que le point représentatif des limites d'Atterberg, il est au-dessus de la ligne A. Donc, la deuxième question, c'est une question relative aux paramètres physiques. Il dit que cette sol a fait l'objet d'un essai de compactage porteur et on a déterminé les valeurs suivantes. Poids volumique 19,7 et teneur en eau 13,5. Donc, on demande de déterminer le poids volumique du sol sec, la gravité spécifique, sachant qu'elle est égale à 2,6, on veut déterminer l'indice des vides et son degré de saturation. Bon, et quel est son état de saturation en justifiant la réponse. Bon, je pense que ici, c'est des choses très simples, c'est des applications directes. Cette relation qu'on a indiquée lors de la définition des paramètres physiques, comme nous avons gamma poids volumique total égale gamma d fois 1 plus oméga, il est très facile d'écrire que gamma d égale gamma sur 1 plus oméga. Ici, chose très intéressante, oméga est donné en pourcent. Dans l'équation, il faut le rendre comme un chiffre réel. C'est-à-dire, si oméga égale 13,5%, vous allez diviser le poids volumique total, on peut revoir sa valeur, qui est au fait
Voilà. Le poids volumique total, donc, on va revenir sur le poids volumique. Voilà, il est 19,5. Donc, vous allez diviser 19,7 par 1,135 pour trouver la valeur de gamma D, qui va être 17. Grâce à cette relation entre gamma S et gamma D, comme GS égale 2,6, gamma S égale 26, 26 divisé par gamma D 17,36 moins 1 va nous donner E égale à peu près 0,5. Et à partir de la relation du degré de saturation en fonction de la teneur en eau de G, S et E, vous trouvez que SR égale 70,5%, ce qui correspond tout simplement à un sol non saturé. Il est loin d'être saturé, mais il n'est pas sec, c'est un sol humide de degré de saturation égale 70,5%. Donc certainement, des exercices, on va dire, similaires peuvent être faits de différentes manières, mais on peut dire que les exercices de ce premier chapitre de la mécanique des sols 1 ne sont pas très difficiles à faire, ils sont tout à fait à la portée de celui qui a lu et a compris, bien sûr, le contenu de ce chapitre. Finalement, je vous remercie de votre attention. Au revoir.